chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 711. Nous sommes le vendredi 13 mars 2026. Alors, un soldat français tué au Kurdistan. Monsieur Zelensky à Paris. Et évidemment, la guerre d'Iran. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Voilà mes chers abonnés, alors n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. C'est très très important. Allez-y. Allez, à demain, au revoir. Au moment où je vous parle, on va peut-être terminer là-dessus. Le président ukrainien fait son entrée dans la cour de l'Elysée. Vous allez peut-être pouvoir l'apercevoir brièvement derrière moi. On le voit sur les images, effectivement, en direct, Jonathan. Oui. Je vous en prie. Voilà, on va le voir descendre de la voiture. Je termine juste... Voilà, donc le président Zelensky qui est accueilli sur le perron de l'Elysée. Je voulais juste terminer en vous disant donc un mot de cette expertise ukrainienne en matière de drones. Plusieurs conseillers ukrainiens ont été envoyés dans des pays du Golfe récemment dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Et la France et l'Ukraine ont mis sur les rails récemment un partenariat industriel en matière de fabrication de drones. Le leadership de la France est toujours très important, peut être décisif dans le cadre de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Nous parlons de différents formats. Nous devons établir une date très claire, du moins c'est ce que nous souhaitons, pour que la Russie n'ait aucune possibilité de bloquer l'Ukraine à travers ses proxys ou ses alliés ici en Europe. Et il est important de maintenir la pression sur la Russie dans cette guerre afin d'obtenir la véritable sécurité et une paix durable. Il faut continuer le 20e paquet des sanctions contre la Russie. Emmanuel a parlé, surtout sur fond d'affaiblissement des sanctions américaines contre les pétroliers russes. Seul cet affaiblissement peut donner à la Russie près de 10 milliards de dollars pour mener la guerre. Et cela n'aidera pas la paix. Un petit mot sur la Crimée, où les Russes ont annoncé avoir abattu 80 drones ukrainiens. La Crimée qui est la cible de nombreuses attaques de drones ces derniers jours. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, 2 radars russes avaient été détruits sur la commune de Eupatoria. Les Russes ont publié une vidéo où ils ont équipé un pick-up pour lutter contre les drones, donc moyen léger et rapide, équipé d'une mitrailleuse et d'un blindage léger de 3 mm, comme vous pouvez le voir donc dans la vidéo. Et nous allons terminer cette vidéo avec les frappes dans la profondeur. On va commencer en Ukraine, au nord-est de la ville de Dnipro. Un radar ST-68U a été détruit par un Guéran le 10 mars. Donc le radar se situait ici exactement. Et sur les arrières russes, au nord-est de Siversk, c'est un lanceur S-300 qui a été détruit le 11 mars, donc il y a donc 48 heures, par un drone kamikaze ukrainien FP2, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici. Il n'a laissé aucune chance au lanceur. Et sur le front de Zaporizhia, au nord-est de Berdiansk, c'est un Tor M2 qui a été endommagé là également par un FP2 dans la même journée du 11 mars. Et le Tor M2, c'est un système de défense aérienne. Et dans l'oblast de Krasnodar, une raffinerie a été également touchée par des drones ukrainiens sur la commune de Tikhoretsk. C'est cette raffinerie exactement, et plus précisément la cuve que vous voyez ici, qui a été ciblée et détruite. Donc voilà pour les informations essentielles en Ukraine au 13 mars 2026. Donc en résumé, on note quelques avancées russes sur le front de Soumy, juste à la frontière avec l'Ukraine. Des avancées également sur le front de Siversk. Les Russes ont lancé une attaque au nord du village de Oudachnie, juste à l'ouest de Pokrovsk. Quant aux Ukrainiens, sur ce front de Dnipro, ils ont repris 30 km² de terrain et en même temps, ils continuent à lancer des raids de blindés plus au sud. Et sur le front de Zaporizhia, on note des avancées russes sur la partie centrale
et sur la partie ouest. Le 24 février dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 107 voix une résolution pour soutenir une paix durable en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Cette résolution a été rejetée par la Russie, une fois encore. Elle ne défend pas la paix, nulle part. Je vais ici rappeler que la Russie est un allié historique et stratégique du régime de Téhéran, avec lequel elle a signé en janvier 2025 un accord de partenariat stratégique global dont les détails n'ont jamais été révélés et qui se traduit notamment par la production en territoire russe de drones d'origine iranienne. Je le dis aussi pour bonne mémoire et pour que toutes les nations qui sont engagées en guerre contre l'Iran, ce qui n'est pas le cas de la France, je l'ai rappelé, mais soient cohérentes dans les positions tenues et qu'elles sachent avec qui ces drones sont produits. Personne n'ignore que le ciel ukrainien a malheureusement été un banc d'essai pour les drones iraniens qui tombent aujourd'hui dans le Golfe et sur certains de nos alliés. C'est pourquoi je sais que le président a raison, et je l'en remercie, a tout de suite souhaité soutenir ces nations et apporter les solutions ukrainiennes, votre innovation, vos capacités. Zunächst einmal, wir haben im Kreis der G7-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche auch mit dem amerikanischen Präsidenten über das Thema Öllieferungen und Gaslieferungen aus Russland gesprochen. Es gab eine sehr klare Meinung von 6 Mitgliedern der G7, dass dies nicht das richtige Signal ist. Wir haben dann heute Morgen erfahren, dass sich die amerikanische Regierung offensichtlich anders entschieden hat. Noch einmal, wir halten das für falsch. Es gibt im Augenblick ein Preisproblem, aber kein Mengenproblem. Und insofern will ich gerne wissen, welche Motive die amerikanische Regierung noch dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen. Sie ist ja zeitlich befristet. C'est un geste fréquent aujourd'hui dans la rue à Moscou, vérifier que son téléphone est bien connecté à Internet. Et ces jours-ci, la réponse est le plus souvent « Non, le moteur de recherche ne s'ouvre pas. » Ça veut dire que vous ne pouvez rien chercher ? Oui, c'est ça. Non, ça n'a pas l'air de marcher, je ne peux pas me connecter à mon université. Dans ce magasin, impossible de payer par QR code, un moyen de paiement très populaire qui utilise Internet. Ça marche pas. Et c'est comme ça depuis longtemps ? Depuis 4 jours, depuis le 7 mars. Rien ne marche ? Internet ne marche pas. Dehors, une dame nous demande son chemin. Sans connexion Internet, elle est perdue. Vous avez essayé de tracer un itinéraire ? Oui, mais je n'y arrive pas. D'autres villes en Russie ont déjà connu ces coupures. À Moscou, c'est nouveau, mais devant nous, personne ne s'insurge. On est des gens flexibles, on s'adaptera. Chacun essaie de régler ses problèmes. Selon les autorités, ces blocages visent à lutter contre les drones ukrainiens qui utilisent les réseaux Internet mobiles. Et si vous me demandez combien de temps ça durera, ces mesures supplémentaires, je vous dis que ça durera le temps qu'il faut pour assurer la sécurité de nos citoyens. D'autant qu'un décret signé Vladimir Poutine permet au FSB de couper Internet à tout moment. Déjà ces dernières semaines, les autorités russes ont bloqué ou menacé de bloquer des messageries étrangères comme WhatsApp ou Telegram. L'espace numérique russe est de plus en plus isolé et contrôlé. L'émotion dans la caserne d'Arnaud Frion. C'est ici, à Vars, en Isère, qu'il était engagé au 7e bataillon de chasseurs alpins, une unité d'élite de l'armée de terre spécialisée notamment dans le combat en haute montagne. Son chef de corps lui rend hommage. Il a commencé vraiment tout en bas de l'échelle, donc comme jeune chasseur, et puis il a gravi tous les échelons assez rapidement, puisqu'il a très tôt été remarqué par ses chefs. Voilà, c'est quelqu'un qui était ultra compétent, très performant. Et donc, comme on dit de façon un peu banale, hein, c'est les meilleurs qui partent les premiers. L'adjudant-chef Arnaud Frion était déployé en Irak depuis le 24 janvier dernier. Son détachement participait à la formation de soldats kurdes contre Daesh dans le cadre d'une coalition internationale menée par les États-Unis. Hier, à 22h40, heure locale, leur base dans la région d'Erbil a été frappée par un drone Shahed de fabrication iranienne. L'attaque n'a pas été revendiquée directement, mais elle avait été annoncée par Achab al-Karf, littéralement les gens de la caverne, une milice chiite pro-iranienne.
Après l'arrivée du porte-avions français dans la zone d'opération du commandement central américain, nous annonçons à partir de cette nuit que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront pris pour cible. Réaction cette nuit du président de la République. Cette attaque est inacceptable. Leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques. 6 autres soldats français ont été blessés dans cette frappe. Ils sont toujours à l'hôpital et devraient être rapatriés prochainement en France. En septembre dernier, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont déclenché le mécanisme appelé Snapback dans l'accord sur le nucléaire iranien, également connu sous le nom de plan d'action global conjoint. Cela signifiait que ces pays allaient rétablir ou reprendre les sanctions contre l'Iran qui avaient été imposées avant l'accord de 2015, arguant que l'Iran l'avait violé. La Chine et la Russie soutiennent que le mandat du comité chargé d'informer le Conseil sur les sanctions contre l'Iran a expiré en octobre dernier, ce qui signifie qu'il n'y avait aucune raison de tenir la réunion régulière tous les 90 jours sur cette question. Il n'y a aucune raison pour que ce comité tienne une réunion d'information au Conseil de sécurité. Les tentatives des États-Unis et de leurs alliés pour nous convaincre du contraire constituent une violation flagrante des décisions et des procédures du Conseil. L'ambassadeur américain a déclaré que les sanctions avaient été réimposées avant l'expiration de l'accord sur le nucléaire l'année dernière et que le comité devait donc continuer à rendre compte au Conseil. Mike Waltz a exhorté les membres à prendre des mesures énergiques contre l'Iran. Tous les États membres des Nations Unies devraient mettre en œuvre un embargo sur les armes à l'encontre de l'Iran, interdire le transfert et le commerce de technologies liées aux missiles et geler les avoirs financiers concernés, conformément aux sanctions sévères imposées par les États-Unis avant 2015 et qui ont désormais été rétablies. Dans le même temps, la Chine a soutenu la position de la Russie et son représentant permanent a déclaré au Conseil que le conflit actuel devait prendre fin et qu'un dialogue pacifique devait être engagé immédiatement. Le recours à la force n'est pas le bon moyen de résoudre les différends internationaux. La souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées. Les États-Unis et Israël doivent immédiatement cesser leurs opérations militaires et s'abstenir d'attaquer les installations nucléaires iraniennes soumises aux garanties de l'AIEA. La question de savoir si le comité chargé de rendre compte des sanctions contre l'Iran existe toujours divise le Conseil et explique pourquoi le président actuel, les États-Unis, n'a pas pu publier le programme de travail complet pour le mois. La Russie et la Chine refusant de le signer, affirmant que le mandat du comité a expiré. Tout militaire ressent avec beaucoup d'émotion la mort d'un soldat, la mort d'un... L'expression consacrée, c'est frères d'armes, mais effectivement, nous avons tous côtoyé, à un moment ou à un autre, dans un théâtre d'opération, nous avons tous côtoyé des sous-officiers en particulier qui sont en première ligne. Il était en première ligne de cette force qui est en coopération internationale, en particulier avec les Américains. Et c'est un sous-officier, comme l'a dit le chef de corps, particulièrement expérimenté. Oui. 42 ans. Il l'a cité à un moment, il a dit qu'il avait 4 citations sur la croix de la valeur militaire. C'est quelque chose de très important pour nous et qui est un symbole visible de ce qu'il a fait. Il a servi très certainement en Afghanistan, il a servi en Afrique. Il a été engagé de multiples fois, 10 fois a dit son chef de corps. C'est un personnage qui représente un petit peu, vous savez, comme le général Bijard en parlait beaucoup, avec des larmes dans les yeux. Il parlait du sergent-chef Santenac, qui avait combattu en 44-45, avait combattu en Indochine, qui était évadé de Dien Bien Phu et qui était tué dans les sables de Timimoun. Et le colonel Bijard, qui a eu beaucoup de tués sous ses ordres, pleurait quand il en parlait. Il avait la photo du sergent-chef Santenac dans son bureau. Et pour nous, officiers supérieurs, la mort d'un sous-officier, c'est quelque chose de marquant. Moi, quand je l'ai appris ce matin, vous avez une boule au ventre. Vous ressentez la douleur, vous ressentez une perte. C'est une perte dans votre famille. C'est une perte qui est importante pour vous. Alors, on va assumer cette perte, un peu comme le président l'a dit. On ne va pas partir. C'est pas ça qui va détruire une politique, une stratégie. Ça fait partie du métier, ça fait partie des engagements que nous prenons vis-à-vis de l'État, mais c'est une souffrance. Alors un hommage sera rendu aux Invalides, très certainement. Il sera décoré de la Légion d'honneur. J'espère que le peuple français s'associera, que des hommages politiques seront rendus à ce sous-officier. C'est que l'Amérique court de défaite en défaite. Il y a eu d'abord la première défaite en cours, militaire et industriel face aux Russes en Ukraine, et où les Américains se sont aperçus qu'ils n'étaient pas capables de fournir assez d'armes aux Ukrainiens face aux Russes. Et puis une défaite plus importante, économique, globale, face aux Chinois,
quand Trump a voulu se lancer dans une guerre commerciale avec les Chinois, s'est heurté à un mur. Les Chinois l'ont menacé d'un embargo sur les terres rares, qu'ils en ont le monopole, et il s'est couché. Et donc la première interprétation rationnelle, c'est faire oublier la faiblesse des États-Unis, une stratégie de diversion. Donc les diversions, il y a eu le Groenland était une diversion, humilier les Européens était une diversion, le Venezuela était une diversion, et je pense qu'au départ, l'Iran était aussi une diversion. Alors, ça paraît quand même un peu parce que c'est quand même énorme comme c'est pas du tout la même chose justement que le Venezuela. Absolument, ça a donné tout à fait autre chose. Ça a donné tout à fait autre chose, mais dont on va parler en détail. Mais je pense qu'il y avait une logique de diversion. Mais l'Iran est trop gros, c'était trop important. Je dirais que mon sentiment, c'est qu'en voulant faire oublier aux autres leur faiblesse, ils l'ont oublié eux-mêmes. Ils se sont saoulés de leur victoire, entre guillemets, au Venezuela, puisque le régime vénézuélien n'a pas bougé, c'est une illusion. Et ça c'est le plan, on peut appeler ça rationnel, aussi, la défense de l'Empire par tous les moyens, ou de son prestige militaro-économique. Et les Américains vont jouer les modérateurs. Ils vont jouer les modérateurs, dissuader les Anglais d'attaquer, etc. Et en même temps, ils gagnent du temps et ils préparent un coup d'État pour se débarrasser de Mossadegh. Ce coup d'État, il va avoir lieu en août 1953 et il sera connu plus tard sous son nom d'opération, l'opération Ajax. Alors évidemment, d'emblée, comme on a vu à qui profitait le crime, si j'ose dire, on a su que c'était les Américains et que c'était la CIA qui l'avait fomenté avec l'aide des Anglais. Mais le maître d'œuvre, c'est vraiment la CIA. Mais il a fallu attendre 2000, très exactement 2000, pour qu'on connaisse le détail de ce coup d'État, la manière dont il a été planifié. Il y a eu des fuites. Des rapports qui n'auraient pas dû être déclassifiés l'ont été, je dirais, sauvagement, par des fuites dont le bénéficiaire a été le New York Times, et notamment une note en date de 1954 qui est absolument passionnante, car elle détaille tout le processus de mise en œuvre de ce coup d'État, et vous allez voir que ça rappelle beaucoup de choses très actuelles. Très actuelles. Alors en 2000, quand c'est paru, les Américains ont bien été obligés de reconnaître qu'ils avaient mis la main à la pâte, et plutôt deux fois qu'une. On a eu des excuses de la secrétaire américaine Madeleine Albright. Alors c'était en 2000. Alors souvenez-vous, en 2000, l'ennemi ça n'était plus, et ça n'était pas encore à nouveau l'Iran, c'était l'Irak. Hein, l'ennemi absolu, c'était l'Irak, n'est-ce pas, qui, paraît-il, détenait des gaz, des armes de destruction massive. Enfin, on a vu le résultat, n'est-ce pas? Mais à l'époque, n'est-ce pas, il fallait un peu ménager l'Iran, donc on s'est excusé. On s'est excusé, mais pas pour longtemps. Alors que les gens à travers le pays et dans le monde entier s'attendaient à ce qu'il fasse une apparition publique ou diffuse un message vidéo, le guide suprême a préféré publier jeudi une déclaration stratégique. Outre le blocus en cours du détroit d'Ormuz, Khamenei s'est également engagé à poursuivre les attaques contre les bases américaines dans la région et à ouvrir de nouveaux fronts dans le conflit. Le message a été lu à la télévision d'État et était structuré en 7 parties. Il a commencé par présenter ses condoléances pour le martyre de son père, l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'est adressé directement à la nation, reconnaissant que pendant les jours sans chef, c'était la perspicacité et la présence du peuple qui avaient préservé l'autorité du pays. Il a également appelé les forces armées à rester fortes, affirmant que de nouveaux fronts s'ouvriraient partout où l'ennemi serait vulnérable. Le guide suprême a exprimé sa sympathie aux familles des Iraniens tués lors des récentes turbulences, déclarant « Je partage votre douleur, ayant moi-même perdu mon père, ma femme et ma sœur. Nous n'aurons de repos que lorsque nous aurons vengé chaque goutte de sang versé. » Le nouveau dirigeant, âgé de 56 ans, indiquait qu'il avait l'intention de suivre la même voie que son défunt père et peut-être même d'intensifier le conflit. Peu après cette déclaration, les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont annoncé qu'elles frapperaient l'ennemi de toutes leurs forces dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique pour l'énergie mondiale, surtout après que l'Iran a promis qu'aucun litre de pétrole ne passerait par là. La deuxième chose,
ça renvoie à ce que j'appelle, dans la défaite de l'Occident, la montée du nihilisme aux États-Unis et d'un besoin de violence lié à la décomposition religieuse, idéologique, économique, etc. des États-Unis, un besoin intrinsèque de violence, de destruction des choses, des hommes, de la réalité, une préférence pour la guerre et un pur plaisir de la violence. Et qui devient, quand je repense avec le temps, j'ai déjà donné ici même, en fait, ces deux interprétations, et ce qui me frappe de plus en plus, c'est que la dimension irrationnelle est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on s'éloigne sans cesse de la rationalité de la défense de l'Empire, et il y a comme une montée en puissance d'une volonté de tuer. Je vous vois bouche bée face à ces images. Encore une fois, c'est la communication officielle de la Maison-Blanche. Assez révolté. Hein. Je suis en effet assez sidéré. Je vois dans ce type de démarche le souhait du président Trump de rester dans l'irréel, parce que le réel est tragique, parce que le réel, y compris pour le peuple américain, est d'une grande gravité et d'une grande douleur. Et donc, je vois que tout est fait pour créer un univers qui est un univers irréel, loin de la dureté de la réalité. Et ceci, c'est le plus grand de tous les mensonges, parce que la guerre, elle n'est pas irréelle. Et quand on voit des écoles bombardées, c'est quelque chose qui est une douleur qui est inacceptable. La guerre n'apporte jamais rien de bon. Et que de toute façon, moi, ce que je vois depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il n'y a souvent pas de vainqueur dans la guerre. Et qu'au fond, quelquefois, ceux qui ont perdu ont finalement, quelquefois, des chances de pouvoir se construire un propre avenir. Et donc, je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui cette volonté américaine de faire du cinéma au sens propre du terme. Sauf que, sur ma dernière question, vous dites qu'il n'y a pas de vainqueur généralement dans une guerre. Trump va se déclarer vainqueur. Les Américains commencent, lui et son ministre de la Défense, commencent à dire on n'est plus très loin de gagner. Ils vont se déclarer vainqueurs dans quelques jours, peut-être quelques semaines. Ils vont le dire. Je crois que la seule chose positive qu'il pourra dire, c'est qu'il a aidé les Israéliens à atteindre un certain nombre de leurs objectifs. Car les Israéliens, y compris, se réconcilient avec un certain nombre de partenaires de la région, qui, il y a encore quelques mois, n'étaient pas très favorables à Israël et au peuple juif. Rappelle finalement qu'il n'a séjourné que 4 mois chez nous, et que c'est vraiment de la Maison-Blanche qu'est venue la décision de lâcher définitivement le chat. La décision, d'ailleurs, elle a été signifiée à Giscard, 3 semaines plus tôt, exactement le 6 janvier 1979, à l'occasion du sommet de la Guadeloupe entre lui-même, le président Carter, le Premier ministre britannique Callahan et Helmut Schmidt, qui était le chancelier d'Allemagne à l'époque. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, le pouvoir et la vie, paru en 2006, Giscard raconte ça très très bien. Il raconte que on lui a dit à ce moment-là, enfin Carter lui a dit à ce moment-là, vous pouvez laisser partir Khomeini de Naufle-le-Château, où il était depuis 4 mois. Vous pouvez le mettre dans un avion pour Téhéran. Mais que Khomeini séjourné en France, en fait, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il était l'homme que les Américains avaient choisi comme instrument de leur parti de billard à 3 bandes pour mettre le feu à la Russie. Alors qu'ils aient partiellement réussi est autre chose, que ce pari se soit retourné contre eux, c'est une autre histoire, mais je crois qu'il était vraiment utile, au point où nous en sommes de l'actualité, de rappeler tout cela. Parce que à l'heure où ils veulent changer le régime de l'extérieur, n'est-ce pas, il faut quand même se souvenir qu'ils ont contribué très largement à le mettre en place. Ces derniers jours, on a vu des frappes israélo-américaines qui ont été menées en réponse au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, des frappes qui ont été menées sur des dépôts pétroliers, notamment non loin de Téhéran, avec des images impressionnantes de Téhéran et alentours en flammes, et surtout ces nuages noirs, ces pluies de pétrole qui apparemment pourraient mener à de graves conséquences. En l'occurrence, est-ce que ces frappes ont eu d'abord ont plus un intérêt stratégique, dans le sens où supprimer le pétrole iranien,
c'est empêcher les Iraniens donc d'avoir du carburant, ou alors est-ce que selon vous, ce sont plus des frappes qui sont destinées à inquiéter la population et à essayer de faire tomber le régime par ce biais? Je crois qu'il y a les deux. Il faut aujourd'hui, les Israéliens comme les Américains cherchent à toucher les infrastructures vitales de l'Iran, effectivement pour affaiblir son économie et aussi pour provoquer, je dirais, une espèce de soulèvement de la population contre le régime. Pour le moment, évidemment, ça ne marche pas. Tout le pari de Donald Trump lorsqu'il engage ses frappes alors qu'il était en négociation avec les Iraniens, c'est par des frappes massives et par l'élimination du guide suprême Ali Khamenei, c'est de provoquer un soulèvement de population et un changement de régime. Ça n'a pas marché. Donc là, ils sont dans une espèce de course à l'échalote où ils sont obligés de détruire non seulement les dépôts pétroliers, pas seulement, il y a aussi des usines pour la désalinisation de l'eau dans la mer Caspienne qui sont touchées, avec l'espoir, en faisant monter un peu les enchères, qu'à un moment donné, les Iraniens vont épuiser, affamés, assoiffés, sans pétrole, vont se retourner contre le régime. Ça provoque quoi? Ça provoque une réaction iranienne qui vise les dépôts pétroliers, les raffineries, les infrastructures, pour le moment à petite échelle. Les Iraniens pourraient faire beaucoup plus. Des pays du Golfe, raison pour laquelle ce matin encore une raffinerie, je crois, ou un dépôt pétrolier à Bahreïn était en feu. Et donc c'est une espèce de guerre du pétrole qui s'est lancée entre les deux parties, sachant déjà que vous l'avez rappelé, que le détroit d'Ormuz est fermé, et donc les conséquences sur l'économie mondiale étaient déjà perceptibles il y a une semaine, et là effectivement tout va s'aggraver. Une foule massive dans les rues de Téhéran ce matin à l'occasion de la manifestation annuelle de soutien aux Palestiniens. Et à quelques centaines de mètres seulement, une puissante explosion suivie d'un épais nuage de fumée noire filmé par plusieurs participants du cortège. Il y a eu des frappes au sud immédiat et au nord immédiat de ce cortège, de plusieurs frappes donc avec des charges explosives très puissantes, et donc réaction de la foule qui a lancé des slogans « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », mais aussi « Allah Akbar » sans se disperser. L'armée israélienne revendique plus de 200 frappes en 24 heures. Elle cible officiellement des systèmes de défense iraniens ou des fabriques d'armes, mais aussi visiblement des immeubles d'habitation pulvérisés, faisant plusieurs victimes, selon ce sauveteur. Il y a des débris éparpillés partout. C'est un quartier résidentiel avec une ruelle étroite où plusieurs maisons et habitants ont été touchés. Hier déjà, des immeubles résidentiels ont été détruits à Téhéran, laissant de nombreux habitants démunis et sans abri. Beaucoup ont perdu leur maison, beaucoup ont été tués. Certaines personnes ont quitté la ville. Les Nations Unies devraient intervenir. Un cessez-le-feu est nécessaire. Dans ce pays, on ne peut pas avoir d'opinion, comment dire. Nous supportons les difficultés. Nous vivons avec le système, en espérant qu'à un moment donné, le système pensera à nous. L'armée israélienne a émis une nouvelle alerte pour cet après-midi et demande aux habitants de 2 quartiers populaires d'évacuer avant de nouvelles frappes. آقای وزیر امور خارجه درباره اینجا چه فکر می‌کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب روز قدس هست در ایران و علیرغم حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا همین امروز در همین ماجرا انجام دادن، ولی ما با سیل میلیونی جمعیت مواجه هستیم، نه در تهران فقط، در همه شهرها، و این نشون دهنده عزم و اراده محکم ایرانیان هست در حمایت از جمهوری اسلامی، در حمایت از موضوع قدس، در حمایت از فلسطین و در حمایت از همه آرمان‌هایی که ما در این سال‌ها داشتیم و ما رو تا اینجا رسونده. و انشالله با همین قوت و قدرت ادامه خواهیم داد و ما دشمنان خودمون رو مجبور خواهیم کرد که اعتراف بکنن به قدرت مردم ایران. آقای اقچی، قیمت نفت خیلی زیاد شد. به نظر شما چی میشه؟ در آینده هم زیادتر میشه قیمت نفت؟ آنچه که هست قیمت‌های نفت به هر حال الان رو به افزایش هست. این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل در منطقه هست و اونها هستن که این مصیبت رو برای منطقه ایجاد کردن و باید پاسخگو باشن. تشکر می‌کنم.
C'est-à-dire maintenant, là, les Américains si les Américains ont démontré une chose, c'est que tant qu'un pays n'a pas la bombe atomique, il n'est pas en sécurité. Donc là, si l'Iran survit, il aura la bombe atomique. Thank you, Mr. Chairman. Just to clarify, for your benefit, Senator Gillibrand, you did not mean to say that we had targeted a school. That a missile hit a school. No, but it's the word targeting. Yes, that, of course. That you did not mean. How we chose a target that turned out to be a school, albeit next to a appropriate target of a naval base, but the fact that it is chosen as a target, I'd like to know, and I hope that we can have an open hearing on this, Mr. Chairman. Thank you. Senator Ernst. Mais moi, la révélation, je l'ai eue, c'est quand j'ai vu apparaître le ministre de la Guerre, Peter Hegseth, oui, faire un topo, je veux dire, complètement surexcité, violent, enfin, un ton, mais en fait j'ai eu, c'était comme un choc pour moi, pour parler franchement, j'en pleurais de l'écouter parler comme ça. C'est très effrayant. J'ai eu l'impression d'une jouissance dans l'expression de la violence, et je suis dans toutes mes interprétations rationnelles sur les stratégies de diversion, etc. Ça a été vrai au départ, mais là, c'est tout à fait autre chose qui s'exprime. C'est-à-dire, c'est vraiment une pulsion de mort. L'Iran. C'est un pays de 92 millions de personnes. C'est un des plus grands pays de la région. Oui, c'est un très grand pays, une très vieille civilisation, mais c'est surtout... Afghanistan plus Irak. C'est un très très grand pays en surface, un très très grand pays par sa culture. C'est un pays qui produit à lui seul plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies. C'est un pays dans lequel, je dis ça pour les féministes, près de 60% des étudiants et 65% des étudiants en filière STEM, c'est-à-dire sciences, techniques, mathématiques, etc., sont des femmes. Donc c'est tout sauf le bantoustan qu'on nous a dépeint dans les médias ou qu'on nous dépeint sur CNews, l'Iran. C'est tout autre chose. Et donc si ces gens-là avaient voulu avoir l'arme atomique, ils l'auraient. Ils n'ont pas l'arme atomique parce que c'est contraire, parce qu'il y a au-dessus, et dans l'organisation, ce qui fait que l'Iran est une théocratie, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, enfin ce qu'on beaucoup de personnes lui reprochent, c'est que c'est une théocratie et donc ils mettent leurs principes religieux au-dessus du reste. L'une des possibilités, c'est que cette opération se révèle un échec américain spectaculaire. Voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir, ce qu'on ne peut pas anticiper, c'est ce que serait la réaction de la population américaine dans une situation d'humiliation planétaire. On peut tout à fait aussi imaginer aux États-Unis un phénomène de ralliement autour du drapeau. Je veux dire, on l'imagine en cas de succès, bien entendu. Si l'Amérique arrive à mettre à genoux l'Iran, etc., bon, tous les Américains seront très contents d'être Américains. Ils diront, comme d'habitude, enfin, la routine, quoi. On est les plus forts, voilà. Mais si ce à quoi on assiste est une débâcle, ce qui semble quand même au stade actuel l'hypothèse la plus probable, on peut très bien imaginer que finalement les Américains serrent les rangs, qu'ils se considèrent tous comme humiliés. Moi, c'est ce que je sens un peu partout, dans chaque pays. C'est en fait un phénomène centripète de recentrage de chaque pays sur lui-même. J'anticipe aussi pour la France un moment où les gens ne se demanderont plus s'ils sont de gauche, de droite, ceci, cela. Ça peut mener peut-être à un rejet de Trump particulièrement, un ralliement autour d'autres. Oui, mais il est président, et puis les sentiments anti-iraniens ont été, activés. Moi, je sens chez les journalistes, honnêtement, c'est pas nul, CNN en ce moment. C'est pas nul. Surtout quand on revient de CNN et qu'on repasse et qu'on rouvre et qu'on remet LCI, je veux dire, vous se dites, mais c'est quoi Sénat? Je veux dire, de quoi parle-t-il? C'est hallucinant. Donc,
Mais même, ou dans le New York Times, que je lisais tous les jours à Tokyo, il y a toujours à gauche colonne critique. Donc on voit bien un pluralisme des opinions et des gens, mais on sent quand même une tonalité des articles qui est patriotique. La répercussion de la hausse du pétrole à la pompe, elle est immédiate, et que lorsque les prix rebaissent, quand vous avez par exemple eu le baril qui est revenu de 102 à 79, les prix à la pompe n'ont pas baissé du tout. Bon, ça n'a duré que 24 heures, mais là, on voit bien que ça ne marche que dans un sens. Et ça, on le sait depuis 1973. Donc, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que si les capacités d'extraction de gaz et de pétrole sont abîmées ou détruites dans le Golfe, eh bien, là, par contre, une raffinerie ou une unité de liquéfaction du gaz au Qatar, il faut 2 ans pour la reconstruire, le temps de refabriquer toutes les pièces, de les acheminer, des assembler, etc. Donc, si une raffinerie, un terminal pétrolier, un complexe gazier était touché par un missile, c'est 2 ans avant que la pleine capacité soit reconstituée. Et là où les marchés n'ont pas encore bien saisi la gravité de la situation, c'est que tout le monde pense qu'on est encore dans le scénario de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que les Américains avaient, d'un côté au téléphone, ils avaient les autorités israéliennes, de l'autre, ils avaient les autorités iraniennes. Et donc, on convenait qu'on allait se bombarder de 6h40 à 19h37. Voilà ce qu'on va bombarder. Donc, nous, chez vous, on va faire boum boum. Voilà, les caméras vont filmer ça. De l'autre côté, on va passer avec nos F-35 et on va larguer 3 méga-bombes. Et après ça, on va vous montrer les trous que ça fait dans le sol. Et la guerre semblait quasiment scénarisée. Et les marchés ne s'inquiétaient pas. Comme par hasard, d'ailleurs, les bombardements avaient lieu le week-end. Ça pouvait embêter éventuellement l'Arabie Saoudite parce que les marchés étaient ouverts le dimanche. Mais à part ça, le lundi, quand on rouvrait nos écrans, nous, les bons financiers occidentaux, voilà, la tempête du désert était passée. Et les futurs qui avaient beaucoup bougé dans la nuit, quand on arrivait le matin, ça bougeait de 0,5% dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on est dans ces moments de l'histoire. Il y a des logiques de rationalité, il y a une logique de décomposition morale des États-Unis, de nihilisme qui mène à la guerre, mais il y a aussi un groupe d'individus qui est aux commandes, et puis il y a Trump en haut. Et alors là, on rentre dans le truc que n'aiment pas les historiens d'école des annales, l'importance des personnes. Et quand on voit Trump, moi je regarde Trump avec un gros intérêt de psychiatre en ce moment. Face aux menaces de l'Iran, tous les regards se sont notamment portés sur Dubaï et son énorme centre financier. Il abrite plus de 50 000 salariés, environ 8 000 entreprises, dont toutes les grosses banques américaines, Citi, Bank of America, JP Morgan, toutes très implantées là-bas avec plusieurs centaines de salariés. Plusieurs viennent encore de renforcer leurs mesures de sécurité, chez Citi notamment, selon nos informations. Dès le premier jour du conflit, la banque américaine a demandé à ses salariés de rester chez eux et de travailler depuis leur domicile. Seule une vingtaine de collaborateurs étaient encore présents dans les bureaux de Dubaï. Ils viennent à leur tour d'être sommés de rester chez eux. Même précaution dans les cabinets de conseil britanniques. Selon une source citée par l'AFP, Deloitte a également demandé à ses salariés d'évacuer les bureaux. Toujours selon l'AFP, le cabinet PwC a préféré fermer l'ensemble de ses bureaux en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats et au Koweït jusqu'à la fin de la semaine. Un conflit qui coûte plus d'1 milliard de dollars par jour. C'est ce que déclare l'ONU, qui dénonce la guerre au Moyen-Orient et la situation humanitaire mondiale, alors que près de 3,2 millions d'Iraniens ont été déplacés à l'intérieur de leur pays depuis le début de la guerre. Alors que le conflit entre dans son 14e jour, l'armée israélienne a mené une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran.
Des explosions massives ont été entendues dans le centre de la capitale et des frappes aériennes ont visé des cibles lors d'un rassemblement officiel. Pendant ce temps, en Israël, le Hezbollah a lancé plus de 200 roquettes en quelques heures sur la Galilée et la région d'Haïfa dans le nord, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'armée israélienne a de son côté intensifié ses opérations au Liban ce vendredi. Une série de frappes a été lancée dans plusieurs régions. L'une d'entre elles a détruit un pont sur le fleuve Litani dans le sud. Selon Israël, il s'agit d'une zone utilisée par les combattants du Hezbollah pro-iranien. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz est quasiment à l'arrêt, faisant craindre un impact sur les prix du pétrole dans les jours à venir. Alors, le choc que l'on attendait lundi dernier, les futurs, moi je les suis, hein, donc j'ai vu Wall Street perdre 1,5, voire presque 2% en préouverture. Et puis il y a eu cette déclaration de Trump. Ça y est, les Iraniens, on les a littéralement aplatis. D'ailleurs, par un canal secret, on m'a fait savoir qu'ils étaient prêts à négocier. Ah bah la bourse a dit bon bah voilà, ça va, ça a pris une semaine, mais bon voilà, on reste dans le scénario guerre des 12 jours, on va se reparler, etc. Le détroit d'Ormuz, ils vont pas le fermer, donc évidemment Trump a menti, mais d'ailleurs il ne fait que ça. Hein, j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on produise des extraits où il dit la vérité, mais il y a peut-être une vérité qu'il ne connaît même pas, donc il y a des choses peut-être qu'il improvise complètement. Je n'exclus pas du tout. Quand on l'entend dire, finalement, c'est Kouchner, Witkoff et Rubio qui m'ont dit il faut y aller, il faut taper les premiers. Ils commencent déjà à acheter sous l'autobus les gens qui sont ses plus proches conseillers. Alors, l'histoire du minage, on peut imaginer que du côté iranien, ça fait 40 ans qu'ils s'y préparent. Et en tout cas, de façon certaine, au moins 22 ou 23 ans, puisque l'Iran a failli être attaqué à la fin du deuxième mandat de George Bush Jr., qui avait lancé la guerre d'Irak, et qui a finalement mis son veto au dernier moment. Et là, on apprend par l'ex-patron des services secrets sous Obama que Israël a également fait pression à l'issue du premier mandat d'Obama pour refaire l'opération, aller bombarder l'Iran. L'Iran, ça fait donc, en tout cas au moins 23 ans, qu'il se prépare à être attaqué du jour au lendemain. Et donc, je pense qu'on a largement sous-estimé le fait qu'eux ne sont pas du tout surpris par ce qui arrive et qu'ils ont à peu près étudié toutes les options possibles et imaginables. N'oublions pas que le jeu d'échecs, à soi-disant, a été inventé en Inde, mais que probablement il a été surtout beaucoup pratiqué en Iran. Donc ce sont des gens quand même assez intelligents. Et aujourd'hui, je pense que leur but, c'est pas seulement de fermer le détroit d'Ormuz aux navires commerçants occidentaux, parce que je rappelle que les navires chinois, les pétroliers chinois, eux, franchissent le détroit sans encombre. Les Indiens viennent de faire la demande. Ils passent un maximum de barils depuis plusieurs jours vers la Chine, bien entendu, parce qu'il y a quand même une relation très forte entre l'Iran et la Chine. Faut le savoir voilà. Aussi. Donc la Chine, ça passe. L'Inde, ça passe aussi. Le Pakistan, qui est un voisin qui a une longue frontière avec l'Iran, ça passe aussi. Et je tiens à préciser d'ailleurs que le Pakistan a déjà prévenu que si jamais l'arme nucléaire était employée contre l'Iran, le Pakistan rentrerait en guerre aux côtés de l'Iran. Bon, c'est un petit truc qu'on a un petit peu oublié de vous dire dans les médias, mais quand même, je pensais qu'il fallait le préciser. Moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire, c'est l'incroyable sous-estimation des Iraniens. C'est-à-dire, c'est vraiment... mais c'est toujours pareil, la propagande de guerre est comme une auto-intoxication, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers qui elle est dirigée, mais finalement, elle est dirigée contre soi-même. Et j'ai relu aujourd'hui, par curiosité, de la documentation que j'avais sur l'Iran. D'habitude, quand j'essaie d'expliquer ce qu'est l'Iran, on l'avait fait. Hein. Oui, Je parle sur les différences, essayer de montrer ce qui est spécifique du chiisme par rapport à la tradition sunnite, montrer que le statut des femmes est beaucoup plus élevé en fait en Iran que dans le monde
arabe sunnite, essayer de montrer qu'il y a un véritable tempérament pluraliste en Iran, dont le développement a été bloqué. Oui, vous dites que ça renforce les conservateurs, en fait. Bah là, on vient d'en avoir une illustration spectaculaire. Ouais. On bombarde et on remet le camp conservateur en scène avec le fils de Khamenei qui arrive au pouvoir. Mais là, j'ai relu sur le passé. C'est tout comme le point central de la guerre, ce qui va décider de la première phase, c'est la quantité de missiles et de drones effectivement possédés par les Iraniens ou stockés par les Iraniens en comparaison avec la quantité de missiles, de bombes, de missiles antimissiles disponibles pour les Américains. Une sorte d'affrontement. On retrouve d'ailleurs le problème de l'Ukraine. Hein. Oui. Une très forte déflagration sur un bateau et des voix qui exultent. Ces images de propagande, les gardiens de la Révolution affirment les avoir tournées et revendiquent cette attaque. À bord de leur bateau, ils s'éloignent à vive allure. La nuit dernière, 2 pétroliers ont été la cible de ces frappes au large de l'Irak. Ils se transforment en boules de feu. Une impressionnante fumée s'en dégage. Rapidement, des opérations de sauvetage sont déclenchées. Les attaques ont fait au moins 1 mort et plusieurs disparus en mer. Ces marins, eux, ont été secourus et sont désormais en sécurité, affirment les autorités portuaires irakiennes. Il faut qu'un responsable aille éteindre l'incendie, car tant que le bateau brûle, les flammes peuvent se propager à d'autres navires. Les 2 pétroliers ont été ciblés dans le golfe Persique. L'un est des îles Marshall, l'autre bas pavillon maltais. Il se trouvait à quelques encablures au nord du détroit d'Ormuz. Détroit où hier déjà, ce navire thaïlandais a été touché. 3 membres d'équipage sont toujours portés disparus. À Gare, ce marin cherche à évacuer. Les survivants sont secourus peu après à bord de cette embarcation. Viser des tankers, paralyser le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, ce blocage du pétrole est l'arme absolue, le nerf de cette guerre pour faire pression sur la coalition israélo-américaine. Le nouveau guide suprême l'a compris. Lui, qui n'est pas réapparu depuis le début du conflit et que l'on dit blessé, a publié un premier message officiel. La télévision d'État iranienne en fait lecture. Il est certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit continuer. L'Iran réfute en revanche d'avoir posé des mines dans le détroit d'Ormuz, comme accusent Israéliens et Américains. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a promis de poursuivre le combat, affirmant que Téhéran maintiendrait le détroit d'Ormuz fermé afin de conserver un moyen de pression contre les États-Unis et Israël. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré jeudi avoir frappé un pétrolier américain battant pavillon des îles Marshall. Le navire, identifié comme le Safi-Sea Vishu, ont été touchés après avoir ignoré les avertissements répétés dans la marine du CGRI. Selon certaines informations, des navires thaïlandais et japonais présentant le golfe Persique auraient également été touchés par des attaques. Et l'armée israélienne a déclaré que les attaques contre l'Iran s'intensifiaient chaque jour et elle a affirmé avoir détruit des centaines de drones, de lanceurs et des dizaines de sites de lancement. L'Iran a déclaré jeudi avoir lancé une nouvelle vague d'attaques de missiles et de drones visant Tel Aviv, Jérusalem et les bases militaires américaines dans la région. Les Nations Unies ont publié de nouvelles données soulignant le bilan humanitaire, estimant que plus de 4,1 millions de personnes ont été déplacées en Iran, au Liban et en Afghanistan depuis le début de la dernière escalade. L'ONU rapporte que plus de 117 000 personnes ont fui à l'étranger pour demander l'asile. Il manque là toute l'Asie, qui est très atteinte aussi par la question pétrolière. Certes, quand vous voyez les files d'attente. Mais c'est un problème économique. Mais je pense que
les grandes puissances, même si M. Trump a dit le contraire ce soir, mais je pense que les grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis, ne peuvent pas accepter une tension sur le pétrole qui soit trop prolongée. Car leurs économies vont naturellement terriblement en souffrir. Donc je pense qu'à un moment, les grandes puissances vont vouloir stopper l'action qui met en danger les économies par l'augmentation du prix du pétrole. Mais vous qui avez toujours essayé de promouvoir le dialogue, notamment entre nous et les Chinois, pourquoi est-ce que les Chinois, pour l'instant, n'interviennent pas, ne disent pas grand-chose? Je vais le résumer comme ça. Je pense que les Chinois sont très proches de l'Iran. Ils l'ont toujours été, grands fournisseurs, grands clients, grande proximité. Donc, ils n'ont jamais voulu, et leur histoire le montre, ils n'ont pas fait la guerre, sauf quand ils ont été attaqués chez eux, que ce soit par les Japonais ou par nous-mêmes d'ailleurs, avec les Anglais, la guerre de l'opium et quelques autres éléments qui ne sont pas forcément à notre gloire. Donc, ils n'ont pas fait la guerre à l'extérieur, donc ils ne sont pas prêts à la faire. Plus, ils ont des problèmes à régler eux-mêmes et que peut-être qu'il y a l'affaire Taïwan et peut-être que ces désordres-là peuvent à un moment ou à un autre leur créer quelques tentations. Je pense qu'il y a un moment où ils vont, tout comme les États-Unis, avoir leur propre opinion publique qui vont ne plus accepter le désordre pétrolier. Et donc, il va y avoir, je crois, à un moment, une pression. Mais pour le moment, ils ne veulent pas participer à des opérations militaires. Alors, donc, pour l'instant, les bateaux chinois, indiens et les pays non hostiles à l'Iran, ça passe. Il y a un moment où j'ai peur qu'à la Maison-Blanche ou ailleurs, on se dise « Oh, ça va pas. Si nous, on ne peut plus passer notre pétrole, alors personne ne le passe. » Et là, on a le bombardement de l'île de Karg qui anéantit les capacités pétrolières iraniennes. Donc, il n'y aura plus un baril vers la Chine et vers l'Inde. Et on bombarde également les champs, les plateformes gazières de South Pars. Et là, il n'y a plus de gaz non plus. Et là, du coup, eh bien, c'est 3-4% des capacités mondiales de pétrole et de gaz qui disparaissent, et comme je l'ai expliqué, durablement. Les marchés n'ont absolument rien pricé en se disant ça serait complètement fou que cette guerre ait débuté sans qu'on ait envisagé la fermeture des détroits d'Ormuz. Ça serait complètement fou qu'avec le bombardement de capacités pétrolières et gazières, on fasse flamber les matières premières et l'énergie. Parce que là, on a déjà eu du mal à se remettre du choc inflationniste de 2021. Là, celui de 2026, il sera d'une toute autre ampleur, parce que là, c'est sûr qu'on va manquer de gaz et de pétrole. Et dans le cas, au cas où Karg est bombardé, on sait, de façon absolument sûre et certaine, que les raffineries, les terminaux pétroliers saoudiens, koweïtiens, qataris, voire émiratis, seront bombardés et détruits. Les bourses du monde entier toujours sous tension. Alors que les espoirs d'une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient s'amenuisent, les marchés financiers devraient clore en baisse pour la deuxième semaine consécutive. Les marchés de l'énergie, pétrole et gaz sont eux aussi dans la tourmente. Le prix du baril de Brent a dépassé le seuil symbolique des $100, une première depuis 2022. À Manille, les ministres de l'économie des pays d'Asie du Sud-Est ont lancé un avertissement sans équivoque. Ces événements nous rappellent notre interdépendance. Les tensions géopolitiques ne sont plus seulement de lointaines nouvelles à la une des journaux. Elles ont des répercussions économiques immédiates. Elles se traduisent par la volatilité des marchés de l'énergie, la perturbation des voies maritimes et l'évolution de la confiance des investisseurs. Jeudi, le nouveau guide suprême iranien a indiqué qu'il avait l'intention de maintenir le blocage du détroit d'Ormuz. La quasi-fermeture de cette route maritime stratégique contraint les pays du Golfe à anticiper et à réduire drastiquement leur production de pétrole et de gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cela réduit l'offre mondiale de plus de 7%. L'agence a annoncé jeudi le déblocage de 400 millions de barils de ses stocks d'urgence pour soutenir la stabilité du marché mondial. De nombreux pays prennent également des mesures à leur échelle pour protéger leurs économies. C'est le cas notamment de l'Australie.
Aujourd'hui, nous ajustons l'obligation de stock minimum pour le diesel et le carburant afin de permettre aux entreprises de mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas lieu de paniquer. La situation internationale est-elle grave? Oui. L'approvisionnement en carburant de l'Australie est-il actuellement sécurisé? Oui. Alors que le conflit au Moyen-Orient entre samedi dans sa 3e semaine, toute la région asiatique est aussi impactée. 80% du pétrole et près de 90% du gaz transitant dans le détroit d'Ormuz sont destinés à l'Asie. Situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. Oui, en fait, ce qui est d'abord surprenant, c'est que l'appui général à la guerre dans la population, auprès de la population américaine, a légèrement augmenté depuis le début des opérations. Ça, c'était un sondage du Washington Post hier, alors qu'au départ, c'était probablement la première fois dans l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un président lançait des opérations militaires d'une pareille envergure avec une opposition dans l'opinion publique. Alors, il a fait quelques gains. Et si je t'en parle, c'est que depuis 4 jours, j'étudie les chiffres très précisément, plusieurs sondages, pour valider ou non ce que je te disais lundi, parce que ma prétention d'abord, c'est que M. Trump a décidé, malgré l'opinion publique, qu'il s'en foutait, je suis toujours convaincu de ça, qu'il a peut-être même fait son deuil des élections de mi-mandat, parce qu'il y a plusieurs raisons de penser que ça va être difficile, presque insurmontable pour lui. Et je disais aussi, sa base est en train de se fissurer. Or, les chiffres ne le disent pas. Quand on sonde uniquement les républicains, et à plus forte raison, les républicains qui se disent MAGA, c'est un solide appui à la guerre. On est à 77-78% de la base républicaine qui est favorable aux opérations militaires en Iran, avec une plus forte majorité encore de ceux qui se disent MAGA, c'est-à-dire ceux qui depuis toujours sont derrière le président et qui, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, sont avec lui. C'est peut-être d'ailleurs... Mais dans ce cas-ci, il faut considérer qu'il les a convaincus parce que c'est pas tellement naturel dans la philosophie MAGA. Il y a plusieurs des influenceurs MAGA qui sont retournés contre Trump. Alors il faut vraiment conclure que lui-même les a convaincus, là. En fait, ce sont des jusqu'au boutistes qui faisaient dire au président, dans son premier mandat, s'il fallait que je décide de tuer quelqu'un dans la rue, sur la 5e avenue, disait-il à l'époque, probablement qu'on me laisserait faire tellement les gens sont avec moi. Et c'est une déclaration avérée, je ne l'invente pas, tu t'en souviens sans doute. Oui, ça dit quelque chose donc de ses supporters qui sont des jusqu'au boutistes. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de rupture entre la base, qui est sondée, on parle de millions d'individus, et les influenceurs ou les intellectuels, si on veut appliquer cette expression, du mouvement MAGA. Trump va avoir 80 ans. Les choses ont pas mal réussi jusqu'à présent. C'est-à-dire que ses rêves de grandeur se sont réalisés en un sens. Il était président, il a été réélu président, les gens l'ont traité comme le maître du monde, et là, il se trouve pour la première fois confronté à quelque chose qu'il va falloir qu'on analyse plus en détail, qui est quand même, je veux dire, je ne sais pas s'il y a le concept de bourde géopolitique, mais à une situation cataclysmique majeure pour les États-Unis, dans une phase pour lui de vieillissement cérébral accéléré, et je crois qu'il faut s'attendre à ce que son état psychique empire. La séparation. Ben non, c'est pas rassurant. C'est l'une des choses qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est quand j'analyse le groupe des gens autour de le Trumpisme. Pour moi, les gens autour de Trump, c'est il y a 75% de nuls pour une raison ou pour une autre. Ça va être des nuls pour des raisons idéologiques parce qu'ils délirent idéologiquement ou simplement parce qu'ils sont stupides.
Et puis, il y a des gens qui ont une bonne armature, au moins intellectuelle. Et parmi ces gens qui semblent avoir une armature intellectuelle un peu solide, il y a le vice-président, J.D. Vance. Oui. Et je trouve que l'un des trucs extrêmement intéressants dans la situation, c'est la façon dont il s'est mis en retrait. Il a disparu. Voilà, mais je veux dire, on ne peut pas faire plus intelligent dans ce contexte. Ces gens-là, donc, qui, depuis des années, nous parlent des chrétiens d'Orient, nous disent qu'il faut défendre les chrétiens d'Orient, qui se sentent menacés, qui nous donnent des chiffres, pour nous expliquer qu'il y en a de moins en moins, etc. Le jour où le Liban et les villages chrétiens entiers sont rasés, le jour où vous avez Clovis qui se fait dézinguer, le prêtre Clovis qui se fait dézinguer par Tsahal, le jour où ce pays est littéralement bombardé, rasé, dont les quartiers sont rasés, vous avez plus de 400 morts au début de ce week-end, au simple début de ce week-end, donc 83 enfants qui sont morts au Liban, sous les coups et sous les bombardements de l'armée israélienne. Vous n'avez pas entendu un seul de ces responsables politiques à droite, de Ciotti à Marion Maréchal, en passant par Bardella et autres, toute la droite est restée silencieuse. Tous ces gens-là qui vous parlent des chrétiens d'Orient à longueur de journée n'ont pas pipé mot. Alors aujourd'hui, les membres des SOS Chrétiens d'Orient au Liban, on va être autour d'une quinzaine entre nos collaborateurs locaux, également français. Donc toutes mes pensées, bien sûr, à nos amis et collaborateurs et collègues libanais qui vivent sur place et qui restent sur place, comme le père Al-Rahi de Klaya. Voilà, en fait, nous sommes SOS Chrétiens d'Orient. L'objectif, c'est de faire en sorte que les chrétiens libanais, et même au-delà des chrétiens, les libanais, puissent rester sur leur terre. Et en fait, je voulais rebondir aussi. Et on sait s'il y a eu des victimes chrétiennes depuis le début du conflit. En fait, il y a 2 heures. Il y a 2 heures à Ain Ebel, je pense que M. Fayad connaît bien Ain Ebel, Debel, Hermeish ou Kaouza, etc. Il y a encore eu 3 morts chrétiens. 3 morts chrétiens à Ain Ebel. Pourquoi? Comment? On a encore eu ce Youssef Assaf, c'était pas aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, membre de la Croix-Rouge, encore un chrétien. On a le père Rahi de Klaya qui a été assassiné également par les forces israéliennes. Donc, je ne comprends pas. Il y a soi-disant une alliance judéo-chrétienne qui se met en place, mais on voit quand même des chrétiens qui se font massacrer et remplacer, en tout cas qui se font dégager de chez eux, un coup de bulldozer, un coup de phosphore sur leur champ, qui sont de confession chrétienne, mais qui sont surtout en fait libanais. Et en fait, je voulais rebondir sur les propos de M. Fayad, surtout parce qu'à mon avis, depuis plusieurs jours, on oublie un sujet qui pour moi est fondamental, et on en parle beaucoup quand il s'agit de la France sur votre plateau, il s'agit de la souveraineté. Mais qu'en est-il de la souveraineté libanaise en fait? Est-ce qu'on peut être pas forcément pro-israélien? Est-ce qu'on peut ne pas être pro-Hezbollah, mais pro-libanais? Et donc défendre la souveraineté libanaise et l'État libanais tel qu'il est. Pas parfait, je suis entièrement d'accord, et je rejoindrai vos propos et même les vôtres tout à l'heure. Ça, c'est les Libanais qui le disent, que le gouvernement fait pas le job. J'ai encore un Libanais qui me l'a dit ce matin, que le gouvernement libanais n'est pas à la hauteur face au Hezbollah. Exactement. Si le gouvernement libanais était à la hauteur face au Hezbollah, ça changerait les choses mais aussi. Absolument, mais c'est pour ça aussi qu'après il faut comprendre pourquoi certains chiites, et pas tous encore une fois, parce qu'on bombarde le sud Liban qui n'est pas déjà composé uniquement de chiites, mais aussi de beaucoup de chrétiens. Et encore une fois, je parle beaucoup avec M. Fayad qui connaît très bien la situation comme moi, voire mieux que moi. Mais donc on a dans le sud Liban, et il faut arrêter de dire que le sud Liban c'est des chiites islamistes du Hezbollah. C'est faux. Vous voyez cette zone en rouge qui est maintenant, il y a eu un ordre d'évacuation lancé par l'armée israélienne. On est en territoire libanais, mais l'ordre d'évacuation il est lancé par l'armée israélienne. Une zone de plus en plus au nord. Et le ministre israélien de la Défense dit « Nous allons prendre ce territoire et nous allons nous occuper nous-mêmes du Hezbollah ». Moi, l'histoire se répète, M. Maxime. En 1982, l'armée israélienne voulait se débarrasser de l'OLP du Liban. Elle est arrivée jusqu'à Beyrouth, mais elle est restée. Et ce qui a entraîné la création de Hezbollah avec l'alimentation de l'Iran. En arrivant jusqu'à l'an 2000 où Hezbollah a pu vraiment forcer les Israéliens de sortir du territoire du Liban. Donc c'est la même histoire qui se répète, mais sauf qu'après 44 ans. Donc ça veut dire, moi ou une autre personne en 2070 va revenir sur ce plateau, il va raconter la même histoire. Ce n'est pas un acte de quelqu'un qui veut la paix. Israël, c'est un agresseur et il faut qu'elle se retire du territoire libanais. Elle arrête ses hostilités aujourd'hui pour vraiment permettre à l'État libanais de faire son travail et d'aller
imposer ou bien signer un accord d'armistice et désarmer le Hezbollah. Flangue l'écho, François Langlais. 1 million de voitures invisibles, disiez-vous. C'est le résultat d'une énorme fraude à la carte grise. Ça se passe bien chez nous, François, et on n'est plus très loin d'un vrai scandale d'État. Racontez-nous peut-être pour commencer de quoi il s'agit. Oui, incroyable lièvre levé par la Cour des comptes qui dévoilait hier l'ampleur des fraudes à l'immatriculation de voitures en France et le préjudice pour l'État. 550 millions d'euros sur 2022-2024, 300 millions pour des taxes d'immatriculation non perçues, bien sûr, c'est la taxe qu'on paye avec les cartes grises, et 250 millions pour des PV non réglés. Sans compter le risque pour la sécurité sur la route, puisque des véhicules non contrôlés ou défectueux, accidentés, peuvent être remis en service de façon frauduleuse. À ça s'ajoute la facilitation de la délinquance. C'est quand même plus facile de commettre un délit avec une voiture immatriculée avec un faux propriétaire. Et puis, bien sûr, ça permet le recyclage des voitures volées. Vous voyez qu'il y a des enjeux considérables, à la fois budgétaires et sécuritaires. Mais comment ces fraudes tellement massives sont devenues tellement faciles, François ? Comme toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Souvenez-vous, il y a 10 ans, il fallait faire la queue à la préfecture 2 fois, déposer son dossier, récupérer la carte grise. En 2017, pour réduire l'engorgement des services de la préfecture, il y a quand même 32 millions de changements de carte grise par an. L'État décide d'une double réforme. Dématérialisation totale de la procédure, qui passe donc sur Internet, et recours à des tiers de confiance privés, en particulier les professionnels de l'automobile, comme des garagistes, qui se voient attribuer une sorte de licence pour effectuer à distance les formalités. Les fonctionnaires naguère chargés de cette tâche sont du coup réaffectés à d'autres missions. Bon, c'est vrai que les préfectures ne manquent pas de boulot. Bon, sur le papier, c'était pas si mal. Non, bien sûr. De privatisation, en somme. Et c'est ça qui explique les dérives. C'est la deuxième partie, là, les partenaires privés. En fait, c'est pas la privatisation en elle-même, mais la façon dont elle a été conduite. 1. La procédure pour devenir tiers de confiance est légère, sans contrôle sérieux. Il y en a eu jusqu'à 39 000 en France. Et aujourd'hui encore, ils sont plus de 30 000. Les mailles du filet sont si larges qu'il y a eu pas loin de 300 garages fantômes, dont la seule finalité, c'était de délivrer des cartes grises bidons. Incroyable. 2. Certificats numériques nécessaires pour que ces tiers se connectent aux services d'immatriculation sont délivrés par des sociétés privées, elles-mêmes sélectionnées avec une procédure très light. 3. Pas de contrôle a priori, mais seulement une fois que les cartes grises sont délivrées et que les méfaits éventuels sont commis. C'est l'exemple même d'une privatisation irréfléchie, non pas dans le principe, tout à fait justifiée, mais dans ses modalités d'application. Bon, et que recommande du coup la Cour des comptes ? Plus de sélection dans l'attribution du statut de tiers de confiance, davantage de contrôle pour sécuriser la délivrance de ce titre essentiel, du bon sens en somme. On n'a pas forcément besoin de la Cour des comptes pour ça. Merci beaucoup.